Bonjour à tous et bienvenue dans ce second cours de notre cycle Enveloppe interne et risques naturels. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la composition chimique du globe terrestre. La séance précédente, nous avons vu un petit peu quelles sont les stratifications physiques qui composent ce globe. Et donc, dans ce second cours, il est temps de voir quelle est la composition de ces différentes enveloppes. Alors comme vous le voyez, j'ai choisi de traiter ce problème sous la forme un peu historique de la formation de notre planète, puisqu'il est difficile de parler de la composition de ces enveloppes sans réfléchir à la manière dont elles se sont créées. Et la manière dont elles se sont créées est intimement liée avec la formation de notre système solaire, c'est-à-dire notre étoile, le Soleil, et l'ensemble des corps qui gravitent autour d'elle, 8 planètes, des astéroïdes et tout un tas de petits corps et de gaz. Alors, tout cela commence il y a 4,568 milliards d'années, donc 4,5 fois 10, 9 années, ou 4,5 giga-years ago, GA. Donc je vous laisse un petit peu poser pour prendre la conscience de la taille de ce chiffre. Je ne vais pas aller je vais pas remonter jusqu'au Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années, mais juste pour vous mettre un petit peu une idée, ce Big Bang, dans les premières minutes qui caractérisent cette grande expansion de notre univers à partir d'un point initial, donc théoriquement infiniment chaud et dense, dans les premières minutes, donc, on voit se créer les particules élémentaires qui formeront ensuite très rapidement les premiers atomes, des premiers atomes qui sont assez légers, c'est-à-dire des atomes d'hydrogène, de deutérium, puis d'hélium, etc. Et ce sont ces atomes qui nous restent jusqu'à aujourd'hui, qui vont rentrer dans la composition des premières étoiles, et premières étoiles qui s'agencent elles-mêmes en galaxies, etc., voire en univers, si on croit au multivers ou non. Et c'est au sein de ces étoiles-là qu'il va y avoir les processus dits de nucléosynthèse, c'est-à-dire des processus de fusion radioactive qui, d'un côté, produisent de la chaleur et donc du rayonnement, et qui nous éclairent, notamment le Soleil, et d'un autre côté, produisent donc des atomes plus lourds issus de la fusion des précédents, et notamment donc la silice et les métaux qui constituent notre planète. Et donc, quand on parle du système solaire, quand on voit que tous les corps du système solaire sont formés en bonne partie de roches, de métaux, ainsi que de gaz, bien sûr, mais on a déjà la première idée que les éléments à partir duquel il s'est formé, c'est-à-dire le nuage moléculaire à partir duquel il s'est formé, comprenait déjà un certain nombre d'éléments lourds qui donc provenaient probablement de l'explosion d'un certain nombre d'étoiles au sein duquel ces éléments lourds s'étaient formés. Il y a même une théorie assez séduisante qui dit que notre système solaire se serait formé à partir ou à la suite de l'explosion d'une super-étoile, d'une étoile dite supernova, très massive, et qui, arrivait en fin de vie, au lieu de s'éteindre tout gentiment, explose de manière assez grandiose, et en produisant déjà une grande quantité d'atomes plus lourds, et également en produisant un souffle qui aurait pu participer à condenser notre nuage moléculaire initial, et donc précipiter sa condensation sous la forme d'un système solaire, et également donner des mouvements aléatoires à chacune des particules de ce nuage. Et ça, c'est assez important, parce que quand notre nuage, donc nuage initial, dit nuage moléculaire, nuage notamment de gaz, mais également donc, de poussière, c'est-à-dire de petits morceaux de molécules composées d'atomes plus lourds. Donc quand ce nuage va commencer à se comprimer, s'effondrer sur lui-même, imploser, comme vous le voyez, sa taille se réduit, et donc l'ensemble de sa masse se regroupe autour de son centre de gravité. Or, l'ensemble de ces molécules
des molécules qui le composent n'a pas un mouvement nul. Aléatoirement, il va y avoir une direction de rotation qui est privilégiée. Mais vraiment sous l'effet du hasard. Et hasard qui a pu être un peu aidé par l'explosion de cette supernova initiale. Hypothèse donc qu'on appelle le Little Bang. Et donc, sous l'effet de cette rotation et sous l'effet de la compression, la contraction de ce nuage, la rotation va accélérer. C'est un peu comme la métaphore du patineur artistique qui tourne lentement en ouvrant les bras et qui tout d'un coup referme les bras et alors se met à tourner plus rapidement. C'est tout simplement ce qu'on appelle la conservation du mouvement cinétique. Le mouvement cinétique de tout système isolé est censé se conserver. Et donc, si l'on concentre la masse autour du centre de gravité, alors, pour conserver ce moment cinétique, il doit y avoir accélération de la rotation. Et bien, dans le cas de notre nuage moléculaire initial, c'est le même principe. Le nuage se comprime, donc il se met à tourner plus vite. Ça a donc une limite. Si ce nuage ne produit pas sa propre énergie, et donc c'est vrai pour tout sauf l'étoile qui est au centre, ce nuage ne peut donc pas se comprimer sous la forme d'une sphère. Alors la rotation à l'intérieur de cette sphère serait beaucoup trop rapide. Et donc, de manière à ne pas rentrer dans ce paradoxe, on constate qu'un nuage en rotation s'aplatit sous la forme d'un disque qu'on appelle le disque protoplanétaire. Et il n'y a qu'une portion, mais une grande portion de ce disque, en fait, portion de gaz, qui se rassemble au centre de ce nuage, et en se rassemblant, fait augmenter l'attraction gravitationnelle. En augmentant l'attraction gravitationnelle, se rassemble encore plus. Donc c'est un peu un phénomène auto-entretenu. Et donc finit par se contracter sous la forme d'une boule de gaz qui chauffe parce qu'elle se comprime, qui chauffe aussi parce qu'elle tourne assez rapidement, et donc qui finit par engendrer tout un tas de réactions dont je vous parlais de fusion nucléaire, et devenir donc une étoile, notre Soleil. Et ça concerne quand même 99% de la masse de notre nuage initial. Tout le reste, les poussières et les gaz qu'il y avait autour, s'étalent et donc se compriment sous la forme d'un grand disque en rotation autour de l'étoile au centre. Et donc c'est au sein de ce disque que va se former notre planète Terre. Alors il faut savoir que les gaz ne tournent pas exactement à la même vitesse que les poussières. Toutes ces vitesses sont réglées par les lois de Kepler. Et donc les gaz, en tournant moins rapidement en fait que les poussières, vont frotter sur elles et donc provoquer un ralentissement des poussières. Et comme un satellite tournant autour de la Terre, si on le fait ralentir, il finit par tomber. Les poussières, c'est pareil, elles vont se rassembler progressivement sur le milieu, enfin sur les pourtours de notre étoile, et former donc un disque de matière un peu plus solide, à partir duquel se formeront les planètes telluriques que sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Sur les pourtours un peu plus lointains, on reste avec énormément de gaz, alors pas que de l'hydrogène et de l'hélium, mais également beaucoup de CO2, beaucoup de vapeur d'eau, enfin de vapeur. Il fait très froid, donc on est plutôt à l'état de glace. Et tous ces éléments légers, donc qu'on appelle les volatiles, vont également se regrouper et former des planètes qu'on dit des géantes gazeuses. Donc Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et donc, alors, je ne vous ai pas dit exactement comment ça se passe, mais c'est toujours une histoire de gravité. On a des poussières qui sont un peu plus grosses que les autres par hasard et qui vont tourner un peu plus lentement parce qu'un peu plus freinées par le gaz, et donc en tournant à des vitesses différentes, qui vont s'entrechoquer les unes les autres, en s'entrechoquant finalement s'agglomérer les unes aux autres et créer progressivement des objets un peu plus gros, donc de taille métrique, voire
décamétriques qu'on appelle les planétésimaux. Et à partir de ce moment-là, le processus s'accélère nettement, le processus devient catastrophique. Alors catastrophique dans le sens scientifique, c'est-à-dire de réaction en chaîne. Et alors, c'est une hypothèse assez nouvelle et qui est encore discutée, mais il semblerait que pour passer du planétésimal qui fait quelques mètres de diamètre à la protoplanète qui fait la taille de la Lune ou celle de Mars, il faudrait pas plus de 100 ans en fait. Tout simplement parce que s'il lui fallait plus de temps, elle finirait par tomber dans le Soleil. Et donc ne jamais voir le jour. Donc très rapidement, ces protoplanètes se forment et continuent de s'entrechoquer les unes les autres en provoquant énormément donc déjà d'énergie gravitationnelle parce que comme tout à l'heure, en se concentrant, on augmente l'énergie gravitationnelle et donc on chauffe, également donc, par compaction, et également l'énergie des chocs entre toutes ces protoplanètes chauffe également, et bien sûr il y a toute l'énergie liée à la rotation de ces corps, donc rotation de ces corps autour du système solaire et rotation de ces corps sur eux-mêmes, qui produit encore énormément de chaleur, et donc on se retrouve avec des corps qui initialement sont très chauds, et donc pour notre Terre c'est suffisant pour que une grande partie soit initialement en fusion. Avant d'aller plus avant dans la formation de notre planète, je vais faire un petit détour par les météorites. Alors vous me direz pourquoi ça? Eh bien, comme on a vu au cours précédent, en fait, l'intérieur de la Terre, on n'y a pas vraiment accès. Et fort heureusement, on a un certain nombre de météorites qui nous arrivent chaque année, dont on suppose, en fait, on fait l'hypothèse qu'elles ont été formées en même temps que notre planète et à partir des mêmes matériaux. Et donc, en datant ces météorites déjà, on pourra connaître l'âge du système solaire. C'est ce qu'on fait. La plupart des météorites dites chondritiques que l'on reçoit sont datés de 4,568 milliards d'années, c'est comme ça qu'on connaît ce chiffre, et également donc leur composition est très homogène et semble en fait correspondre très bien à la moyenne des compositions trouvées dans le système solaire. Donc ce seront des objets très utiles pour se renseigner sur l'origine de notre astre en particulier. Alors j'ai commencé à vous parler d'un premier type de météorites dites les chondrites, les météorites chondrites, parce qu'elles comprennent des chondres, c'est-à-dire ça vient du grec, c'est des petites billes de matériaux silicatés. Donc on reviendra là-dessus. Le silicate, en fait, c'est l'atome de silicium et des oxygènes autour, c'est la brique de base de toutes les roches non métalliques que l'on peut trouver sur Terre. Et donc ces chondres, ces petites billes, en fait, proviennent, on suppose, de la cristallisation en milieu en impesanteur d'un liquide magmatique qui, à l'origine, avait la même composition que plus ou moins le futur système solaire. Ces chondres sont aussi présents avec ce qu'on appelle des grains présolaires, qui sont des petits grains dont la composition est supposée traduire quelque chose qui existait avant, puisque quand on les date, ils sont plus vieux que notre système solaire. On trouve également un certain nombre de métaux dans ces chondrites, assez peu, d'après la définition de la chondrite, et aussi des inclusions qui sont dites réfractaires, donc c'est-à-dire des premiers minéraux qui sont formés au tout début, quand le système solaire est encore très chaud. Mais alors, ce qui nous intéresse encore plus finalement, donc ces chondrites sont très utiles pour connaître la composition exacte du système solaire, et notamment quand on fait ce qu'on appelle les éléments traces, c'est-à-dire des éléments rares. On veut toujours savoir s'ils sont en excès ou en défaut pour comprendre les processus auxquels on a affaire. Et ben, on les compare à ces fameuses chondrites pour savoir s'ils ont été appauvris ou enrichis entre-temps et par quel mécanisme. C'est aussi pratique pour savoir d'où vient l'eau sur Terre, par exemple.
puisque la plupart de ces chondrites sont très hydratées, on se dit que possiblement une partie de l'eau sur notre planète a été apportée lors des grands bombardements météoritiques tardifs qui ont frappé notre planète. Donc toutes ces météorites sont supposées être des reliques des premiers corps qui se sont formés dans le système solaire. Alors la chondrite, par définition, est non différenciée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas subi de transformation, c'est vraiment juste une roche presque, on pourrait dire, sédimentaire, c'est presque un sédiment cosmique primitif vis-à-vis de notre système solaire, donc qui a pris tout ce qu'il y avait à ce moment-là et qui s'est regroupé sous la forme d'un petit pâté qu'on retrouve aujourd'hui, qui viennent de temps en temps se cracher sur notre planète. Mais d'autres météorites nous intéressent également beaucoup, ce qu'on appelle donc les achondrites, tout le reste, notamment les sidérites, c'est-à-dire des météorites qui sont très métalliques. Et ces météorites-là sont composées notamment de fer et de nickel, avec parfois un peu quelques autres minéraux. Et donc la fréquence, la haute fréquence avec laquelle on trouvait ces sidérites, a fait supposer aux scientifiques qu'il y avait quelque part pas mal de fer et de nickel également sur notre planète. Et c'est une des hypothèses qui a permis de comprendre que le noyau est en fait un alliage métallique de fer et de nickel. Plus marrant encore, il y a un certain nombre d'achondrites qui sont dites différenciées, c'est-à-dire qu'elles sont issues non pas des matériaux initiaux du système solaire, mais des premières protoplanètes qui s'y sont formées et qui se sont ensuite désintégrées lors des multiples chocs qui les ont concernés. Et donc, je vous passe la classification, mais parmi ces météorites différenciées, on trouve tout un tas de roches, dont on va reparler un peu plus tard, telles que les basaltes ou les gabbros, donc tout ça c'est des roches de la croûte océanique, mais également des péridotites, c'est-à-dire des roches avec beaucoup de minéral olivine, et ça c'est le minéral qui compose l'intégralité de notre manteau. Même plus drôle encore, on a des météorites dites palasites qui sont composées à la fois d'un alliage de fer-nickel et de quelques olivines, dont on ne sait pas trop ce qu'elles font là, mais c'est en observant tous ces différents mélanges qu'on a pu faire les premières hypothèses de d'accord, on a un noyau ferreux et autour on doit avoir pas mal d'olivines quand même, parce qu'on en retrouve énormément dans les météorites, et ensuite visiblement les petits basaltes et gabbros qu'on trouve de temps en temps, ça doit être la croûte qui recouvre tout ça, et ça c'est assez facile d'aller le vérifier puisque c'est des roches de surface, au moins dans les océans. Donc bref, l'étude de toutes ces météorites donc qui sont finalement des sortes d'astéroïdes, c'est-à-dire des premiers petits corps formés avec le système solaire et qui finissent, parce que leur trajectoire a été modifiée par quelque chose, par venir s'écraser sur Terre. Il faut savoir qu'il y a pas mal d'astéroïdes dans notre système solaire. Il y a toute une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter qui correspondrait à une planète tellurique qui n'a pas pu se former à cause de l'attraction faite par Jupiter et Saturne derrière. Les géantes gazeuses ont perturbé la formation de cette planète, et même au tout début de l'histoire du système solaire, en bougeant sur leur orbite, les géantes gazeuses ont provoqué l'éjection d'une grande quantité d'astéroïdes qui finiront par donner des météorites de temps en temps quand elles rencontrent la trajectoire de la Terre. Et c'est ce qui a donné lieu au bombardement météoritique tardif vers 4 milliards d'années à 3,8 milliards d'années, celui dont on voit tous les cratères sur la face de la Lune. Pour en revenir à la formation de notre planète, alors j'utilise ici le mot accrétion, qui est un mot qui est assez prisé des géologues, puisqu'on l'utilise pour l'accrétion océanique, l'accrétion continentale ou l'accrétion de notre planète. Donc ça désigne finalement
la création, la formation d'un objet à partir de l'ajout successif d'un certain nombre de constituants, donc que ce soit par volcanisme, par magmatisme, ou comme ici, par une succession de collisions, de chocs. Donc un des principaux chocs en fait, qu'a connu notre planète d'ailleurs, c'est le choc qui a formé la Lune. À peu près 30 millions d'années après son accrétion initiale, notre planète resubit un choc avec une protoplanète qu'on estime de la taille de Mars, et donc cette collision gigantesque arrache une partie du manteau terrestre qui avait commencé à se former qui se retrouve en gravitation autour de la Terre, complètement fondue au début, puis durcie progressivement jusqu'à former la Lune. La planète Terre, elle aussi, est grandement en fusion à la suite de cette collision, et donc on a jusqu'à voire au moins 1000 km d'épaisseur à la surface de la planète qui sont fondus. C'est ce qu'on appelle l'océan magmatique primitif. Cet océan magmatique va finir par cristalliser vers 4,4 milliards d'années, et il lui faudra ensuite 1 milliard d'années à la faveur des grands mouvements de convection mantélique pour se réhomogénéiser complètement. Beaucoup plus tôt, donc tout au début, donc très rapidement en fait à l'échelle de la vie de notre planète, et comme cette planète est très chaude, donc facilement déformable, tous ces constituants s'organisent par gravité. Donc c'est-à-dire que les métaux, les matériaux les plus lourds, migrent jusqu'au centre de notre planète, donc fer, nickel et tous les éléments dits sidérophiles qui aiment le fer, malheureusement l'or, le platine, etc., se retrouvent dans le noyau de notre planète. Les silicates, alors on en reparlera toujours, ce sont l'atome de silicium, Si, avec des oxygènes autour, des anions O2- qui compensent la charge Si4+, et d'autres cations comme l'aluminium, notamment le magnésium et le fer, et puis en allant vers la croûte, d'autres cations un peu plus légers comme le calcium, le sodium, le potassium, etc. Donc tout ça formant les roches, et s'agence au milieu sous la forme du manteau, et donc on verra de la croûte. Et enfin, bien sûr, les volatiles, donc l'eau, le CO2, l'argon, etc. Les volatiles, les gaz, qui donc soit dégazent à partir du manteau, soit sont apportés par des météorites, vont former notre atmosphère primitive. Fort heureusement, le noyau, très rapidement, est pris de mouvements de convection qui créent, comme il s'agit d'un métal conducteur, qui finit par créer un champ magnétique, dont les lignes de champ créent ce qu'on appelle une magnétosphère, finalement un bouclier magnétique qui protège notre planète contre le vent solaire, c'est-à-dire toutes les particules énergétiques émises en permanence par le Soleil, et qui, en l'absence de ce bouclier, auraient complètement soufflé notre atmosphère. C'est ce qui s'est passé un peu plus tardivement pour Mars, puisque petite planète, elle a fini par complètement refroidir, son noyau est devenu complètement solide, donc plus de champ magnétique, et donc son atmosphère a été entièrement soufflée. Nous, c'est encore loin de se produire. Notre planète étant plus grosse, elle peut maintenir mieux sa chaleur, continuer d'en produire plus durablement, mais depuis déjà au moins 500 millions d'années, on a, comme on l'a vu, une graine solide qui commence à pousser, si je puis dire, au sein de notre noyau, et qui donc traduit tout simplement son refroidissement. Vers 30 millions d'années après l'accrétion primordiale de notre planète, on a fini de sédimenter le noyau au centre, etc. C'est à ce même moment-là en fait, que c'est complètement perturbé par le choc majeur qui a donné lieu à la Lune. Vers 4,4 milliards d'années, enfin, on cristallise l'océan magmatique initial, et comme je vous disais juste précédemment, vers 4 milliards d'années, 3,9, 3,8, on a un regain de bombardement météoritique donc provoqué par des complexités sur les orbites de Jupiter et de Saturne. Bombardement météoritique dont on
retrouve les traces sur la surface lunaire. Il y a tous ces cratères qu'on voit quand on regarde la Lune datent de cette époque. Et donc ça, c'est vraiment un événement assez dur pour la planète, hein, puisque les océans qui avaient sans doute pu se former déjà sont entièrement revaporisés, une partie du manteau est remise en fusion, etc. Et donc il faudra encore un petit moment pour que ça se recalme derrière. Donc en fait la vie aurait très bien pu et a peut-être pu apparaître précédemment le bombardement météoritique tardif, mais si c'est le cas, c'est très peu probable qu'elle ait survécu à ce petit passage infernal. Et donc c'est théoriquement, enfin on ne sait pas encore vraiment, mais généralement on dit vers 3,5-3,8 milliards d'années que la vie s'est formée, et progressivement, alors il a fallu un certain temps, mais s'est formé donc dans les océans, des océans initiaux, parce que même si notre planète était très chaude encore à cette époque-là, la pression atmosphérique liée à la grande quantité de CO2, on avait deux barres de CO2, cette énorme pression atmosphérique en fait permettait de maintenir un océan liquide, même si sans doute, enfin même si certainement au-dessus de 100 degrés. Donc, et c'est dans cet océan qu'a pu apparaître la vie, puis progressivement les cyanobactéries, et vers 2 milliards d'années, 2,2 milliards d'années environ, ces bactéries, donc en particulier les cyanobactéries, inventent en fait la photosynthèse, c'est-à-dire la production d'énergie à partir de la transformation de CO2 en dioxygène qui jusqu'à présent reste un poison pour les plantes, mais qui est rejeté comme un déchet en grande quantité dans l'atmosphère et participe à l'oxygénation et à fabriquer l'atmosphère que l'on connaît aujourd'hui, après quelques modifications, et heureusement l'incorporation d'une grande partie de CO2 dans les roches carbonées, etc. Donc maintenant, aujourd'hui, il en reste finalement très peu. Ce sont très peu qui nous embêtent beaucoup, surtout quand ils ont doublé depuis l'ère pré-industrielle avec le réchauffement climatique. Mais c'est ridicule par rapport à la grande quantité qu'il y avait au début de l'histoire de notre planète. Alors je vous ai déjà beaucoup parlé du noyau, donc je ne vais pas beaucoup plus insister, juste rappeler qu'il s'agit de l'enveloppe la plus interne de notre planète, qui fait 3300 km d'épaisseur au maximum, mais comme c'est juste une sphère au centre, en volume ça fait assez peu, ça fait que 16,5% du volume de notre planète, mais comme c'est du métal donc très dense, ça fait un tiers du poids de notre planète qui est concentré dans le noyau, les 2 tiers restants étant concentrés dans le manteau et 0,5% du poids dans la fine croûte pelliculaire autour. Donc ce noyau, comme je vous le disais, est composé de métaux et cristallise à la profondeur de la discontinuité de Lehmann vers 5150 km de profondeur pour donner une graine solide. Au niveau donc supérieur du noyau, la discontinuité de Gutenberg à 2900 km de profondeur, on passe dans le manteau terrestre qui est le gros du volume de notre planète, 82,5% de son volume, et qui est silicaté. Donc à cette occasion, il faut bien que je vous explique ce que c'est qu'une roche, donc que les systèmes de silicate. Alors déjà, il faut vraiment bien avoir la nomenclature en tête et pas trop se perdre. Finalement, c'est assez simple si on ne confond pas les objets. Donc tout d'abord, évacuons les cristaux. Un cristal, c'est défini par sa géométrie. Il existe 7 systèmes cristallins que je vous passe, mais par exemple dans le système qui est dit cubique, les atomes vont s'agencer entre eux de manière à fabriquer des petits cubes. Et donc on peut avoir des minéraux de composition complètement différente qui vont décider d'adopter le même système cristallin. Et en gros, ils adoptent un système parce que ça leur permet de minimiser l'énergie qu'il leur faut
pour se conformer de cette manière. Donc il l'adopte tout naturellement. Donc ça, ce sont les cristaux. On peut faire des cristaux avec n'importe quoi, hein, avec donc des silicates, mais aussi avec des sels, des protéines, etc. Les minéraux, eux, sont les constituants des roches et sont eux définis de manière chimique. On définit un minéral par la nature de ses constituants et leurs proportions relatives. Par exemple, si je veux parler, on en parlera pas mal du minéral d'olivine, on a effectivement un silicium, donc c'est bien un silicate. Ce silicium a 4 oxygènes autour, je vous montrerai pourquoi. Et pour compenser cette charge, puisqu'on a 4 oxygènes de moins et 1 SI4+, qui nous fait 4 charges moins, on va rajouter du magnésium ou du fer, en fait surtout du magnésium dans le manteau, et il nous en faut deux cations pour composer, voilà. Et là, vous avez la formule d'un minéral. Alors, évidemment, vous pouvez tout doubler. Ça, c'est ce qu'on appelle une maille élémentaire, et je peux dire Mg4Si2O8, ça sera bien le même minéral, juste j'aurais doublé les compositions, j'aurais 2 mailles élémentaires. Donc on se met généralement d'accord pour donner la composition la plus simple. Alors, le cristal d'olivine, c'est l'agencement de ce minéral dans l'espace, et donc quand vous avez un petit cristal d'olivine sous la main, vous avez donc vous pouvez observer sa forme géométrique. Ensuite, je vais évacuer aussi quelque chose qui est les oxydes, parce que souvent quand on fait la composition d'un minéral comme ça, on réfléchit aussi en oxyde, c'est-à-dire en composants élémentaires chimiques. Par exemple ici, je vais dire que, alors si j'oublie le fer, j'ai 2 MgO plus SiO2. Vous voyez que ces composants sont complètement neutres d'un point de vue de la charge, mais ils n'ont pas vraiment de réalité physique, ils n'ont pas de réalité dans ce minéral, attention. Ils peuvent avoir une réalité physique ailleurs, par exemple ici on a de la magnésiovustite, ou ici on a du quartz, qui sont eux-mêmes des minéraux formés à partir de la même formule que ces oxydes. On a aussi donc, on peut cristalliser tout simplement des oxydes, mais souvent, alors vous entendrez parler des oxydes, parce que finalement c'est la base au sens mathématique, c'est la base à partir de laquelle on va construire des compositions. Tout comme la base des polynômes d'ordre 2, c'est x et x carré et 1. Ici, les bases pour former des silicates magnésiens, ça va être le silicium et le magnésium sous la forme d'oxyde. Bon. Ceci étant dit, vous n'en aurez pas encore besoin à ce stade-là de votre formation, mais c'est toujours bon d'avoir entendu déjà le mot. Et ensuite, bien sûr, il faut que je vous explique ce que c'est qu'un silicate. Donc, comme le montre l'exemple de l'olivine, un silicate, c'est un minéral qui est formé à partir autour d'un assemblage, d'une architecture centrée sur ce qu'on appelle le tétraèdre de silice, avec des petits cations supplémentaires qui viennent agrémenter cette structure. Alors, pourquoi je dis tétraèdre? Tout simplement parce que il se trouve que la plupart du temps sur notre planète, l'atome de silice va se trouver enfermé au sein d'une petite cage formée par, alors attention, les atomes d'oxygène sont beaucoup plus gros que lui, théoriquement, mais c'est plus simple à représenter comme ça. Ce qu'on appelle un tétraèdre comme ça, avec donc des charges moins issues des oxygènes et des liaisons covalentes entre notre atome de silicium central et ces oxygènes apicaux au niveau des pointes. Et donc ça, c'est un tétraèdre de silice, c'est la brique de base de tout, en fait, les minéraux
des roches silicatées sur Terre et ailleurs. Alors il existe un peu parfois d'autres conformations, mais elles sont très rares et on n'en parlera pas. Il faut savoir qu'on peut relier ces tétraèdres entre eux. Donc, parfois ils seront tout seuls. Donc c'est le cas de l'olivine ici. Vous voyez, SiO4, il est vraiment tout seul, SiO4. Des fois, vous trouverez, par exemple, des formules chimiques qui sont en SiO3. Et donc là, il faudra imaginer que certaines des pointes de ces tétraèdres sont reliées à d'autres tétraèdres. Donc, par exemple, j'en dessine comme ça deux autres. On a deux pointes qui sont reliées, donc elles perdent leur charge moins, puisqu'elles se compensent avec les autres tétraèdres. Et en fait, celui-là n'aura plus pour lui-même que 1, 2 oxygènes et 2 demi-oxygènes, donc 3. Et vous aurez un minéral qui sera en SiO3. Et vous pouvez en relier à 3 pointes, vous pouvez même en relier à 4 pointes. Et dans ce cas-là, vous serez en SiO2, typiquement le quartz et toute la famille. Donc tout ça, ce sont ce qu'on appelle avec ça, on va former des silicates. Et donc, si on met ensemble des verres qui sont des compositions chimiques qui n'ont pas cristallisé, qui n'ont pas formé de cristaux, des cristaux à former de ces minéraux et parfois quelques oxydes, etc., on fabrique une sorte de mélange qu'on appelle une roche. Une roche qui est dite grenue si elle n'a que des grains, ça va être le cas des péridotites qu'on va voir tout de suite, ou une roche qui peut être, alors il y a différents noms, mais microlithique, si elle contient à la fois des grains, à la fois des cristaux et des verres. C'est le cas donc du basalte qu'on verra un peu plus tard. Donc, au sein de notre manteau, on trouve un certain nombre de ces minéraux, notamment énormément d'olivine, que je viens de vous présenter ici, mais également quelques pyroxènes, alors qui peuvent être sous la forme de deux systèmes cristallins, qu'on appellera dans un cas des orthopyroxènes, dans l'autre cas des clinopyroxènes, selon s'ils sont ortho, c'est-à-dire droit, ou clino, inclinés, et également, enfin, quelques plagioclases sodiques, au moins en surface. Et ce sont des minéraux qui sont un peu alumineux et qui, en profondeur, vont se transformer progressivement en spinel et vers 70 km de profondeur déjà, en grenat. Finalement, les roches, comme on a vu ici, l'olivine SiO4 est composée de beaucoup plus d'oxygène et donc beaucoup plus de Mg de magnésium et de fer que le quartz par exemple qui est juste SiO2. Autrement dit, en proportion, le quartz a beaucoup plus de silice que l'olivine et cette classification-là en composition en silice, elle a un nom qui est un peu trompeuse, donc c'est la classification en fonction du niveau d'acidité de la roche. Une roche très riche en quartz, donc par exemple SiO2, une roche très riche en silice, donc c'est-à-dire plus de 70% de silice, va être dite acide. Et donc c'est le cas des roches telles que le granit par exemple, qui comprend surtout du quartz et d'autres minéraux également très acides. Ensuite, on a jusqu'à 52% de silice. On a les roches intermédiaires. En dessous, jusqu'à 45, on a les roches basiques. Et en dessous de 45, les roches ultra basiques. Les roches qui sont constituées notamment d'olivine, donc SiO4. Et SiO4 et donc MgFe2.
Je dis notamment, hein, puisqu'il y a il peut y avoir n'importe quoi. On peut avoir une roche ultra-basique sans olivine, par exemple les pyroxénites, qui sont composés que de pyroxène. Alors attention, ultra-basique, basique, intermédiaire, acide, ça n'a absolument rien à voir avec l'acidité au sens acido-basique des chimies en solution. C'est juste un terme comme ça à retenir, et qui est assez utile pour la classification des roches et leur niveau de différenciation. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la différenciation des météorites. Eh bien, c'est le processus qui va permettre de fabriquer des roches de plus en plus acides. Alors, dans le cas des météorites, on a vu qu'on pouvait fabriquer des basaltes, qui, comme son nom l'indique, est basique, c'est-à-dire qu'on va le trouver plutôt là. Et ensuite, quand on fera du volcanisme, on verra comment progressivement, en faisant cristalliser tout un tas de minéraux, arriver à des roches acides. Si vous vous souvenez de la dernière fois quand on a fait le modèle sismologique du globe, nous avons vu que le manteau était caractérisé, la sténosphère était caractérisée par une série de discontinuités entre 410 et 670 km de profondeur, zone que l'on appelle zone de transition, et je vous ai promis de vous expliquer pourquoi. Donc maintenant qu'on sait que le manteau est constitué en grande partie de péridotite, donc qui est cette roche grenue composée notamment d'olivine, et si on fait l'hypothèse que cette composition descend jusque profondément dans la Terre, on peut étudier cette composition aux conditions de pression et de température que l'on suppose à cette profondeur. La pression, c'est assez facile à déduire, puisqu'elle est juste liée au poids de la colonne de roche qu'il y a au-dessus, donc c'est assez facile à modéliser. La température, c'est un peu plus difficile, et je ne vais pas vous expliquer ça tout de suite, mais vous le verrez un petit peu quand vous parlerez de convection mantélique. Donc, on fait l'hypothèse qu'on a de l'olivine et on la met dans ce qu'on appelle des presses, donc, qui sont des outils scientifiques pour écraser ces olivines jusqu'à la pression du manteau de la sténosphère, c'est-à-dire au moins 10 gigapascales et jusqu'à 20, 30, 100 gigapascales pour le manteau inférieur. Et on chauffe aux températures que l'on suppose pour ces profondeurs, et on regarde ce qui se passe avec notre olivine. Et il se trouve que ça, même si le minéral en lui-même reste Mg2SiO4, sa composition, sa structure cristalline change, tout simplement parce que sous l'effet de la pression, il va adopter une configuration plus tassée sur lui-même, et donc qui est plus favorable à cette haute pression, donc qui toujours dans l'optique de minimiser son énergie. Et donc, on remarque qu'aux profondeurs correspondant plus ou moins à 410, 520 et 670 km, il va y avoir une succession de transitions de phase de l'olivine, c'est le mot qu'on utilise quand un minéral change de conformation, de manière à former des minéraux plus compactés. Et donc on passe de l'olivine alpha, qui est l'olivine classique que l'on trouve en surface, à l'olivine bêta, puis gamma, puis à 670 km de profondeur, à ce qu'on appelait avant la pérovskite, parce que elle est justement pas sous la forme d'un tétraèdre de silicate, mais d'une structure un peu plus complexe que je ne vais pas vous détailler ici. Et donc, si on ajuste ces modèles, en fait, si on trouve à peu près 400 km de profondeur, et qu'on sait qu'il y a une discontinuité à 410, ça nous permet de réfléchir et de changer un peu la température dans notre presse pour regarder à quelle vraie température on passe à cette transition à 410 km de profondeur, enfin la pression équivalente. Et donc par une succession d'essais-erreurs comme ça, en tournant un petit peu les molettes sur notre modèle, sur notre expérimentation, on va finir par finalement retrouver la température au sein du manteau. Et donc c'est un peu comme ça qu'on fait pour avoir une idée de la chaleur à l'intérieur de notre planète, qui est quand même quelque chose qu'on a assez de mal à savoir. Donc si je récapitule, on
on a donc notre croûte que j'ai un peu épaissie, on a notre lithosphère, puis on a une zone des faibles vitesses, low velocity zone, et là, donc dans toute cette partie, on a ce qu'on appelle de l'olivine alpha. Et en fait, ça, c'est un peu le nom quand on ne le connaissait pas. Et à partir du moment où on a été capable d'observer ce minéral à l'état naturel, on a le droit de lui donner un nom. Alors pour l'olivine alpha, c'est facile de l'observer à l'état naturel. Pour l'olivine bêta, c'est un peu plus difficile puisqu'il est censé être en dessous de 410 km de profondeur. Mais on en a observé sur les météorites notamment, qui, à la faveur de chocs les unes contre les autres, sont capables de fabriquer ces minéraux, enfin ces formes cristallines. Et donc, à la suite de ça, on a pu l'appeler la badsléite. Qui est un mot que vous trouverez dans vos notes de cours. Ensuite, on a une autre transition vers 520 km de profondeur qui passe à l'olivine dite gamma. Et elle aussi, on a pu l'observer sur des météorites. Je suis même plus sûr que ce soit sur une météorite. Et qu'on a appelé la ringwoodite. Et ensuite, on a une discontinuité majeure à 670 km de profondeur, qui est la discontinuité qui nous fait passer entre la sténosphère et le manteau inférieur. Et en dessous, on a ce qu'on appelle la bridgemanite. Et plus, en fait, un petit reste qui forme des MgO qu'on appelle magnésiovustite. Et bref, c'est la succession de ces transitions de phase qui sont vues par sismologie et qui forment une succession de discontinuités. Et cette discontinuité-là est tellement forte, tellement importante, qu'elle peut parfois bloquer la convection mantélique que vous verrez dans les prochaines séances, c'est-à-dire une lithosphère qui plonge peut être arrêtée au niveau de son plongement par cette discontinuité-là. Donc c'est pas complètement ridicule. Je vais passer directement à la croûte, qui est donc la partie superficielle de notre planète et qui est en fait formée à partir de la fusion du manteau et de la cristallisation des magmas formés. Et donc la croûte, on l'a déjà vu la dernière fois, elle est bimodale, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait deux densités, et donc ça s'explique également par chimie, parce qu'on a une croûte océanique qui est formée par la fusion directe du manteau, et donc on passe une roche qui est ultra basique à un jus qui est basique, ça marche toujours dans ce sens-là, et jus qui va soit se mettre en place en profondeur dans la croûte et former ce qu'on appelle des gabbros, qui est une roche grenue comme les péridotites parce que refroidie lentement, donc on a laissé le temps au système cristallin de croître, grenue composée de pyroxène et de plagioclase, et soit la roche équivalente qui est le basalte, qui est exactement de la même composition, mais dont les minéraux n'ont pas tous eu le temps de cristalliser. Une partie a été trempée, parce que mise en place très proche de la surface, donc à froid, et donc a formé un verre. Et donc c'est ce qu'on appelle une roche hémicristalline. Et enfin, donc notre croûte est composée d'une couche sédimentaire sur le dessus, sédiments océaniques notamment, puisqu'on est dans la croûte océanique et délimité à sa base par le Moho. Donc on reviendra un peu plus en détail, puisque tout cela peut varier,
mais en gros, donc on a ce qu'on avait dit, une épaisseur en moyenne et d'une valeur assez constante de 6 km, une très bonne homogénéité compositionnelle de cette croûte et une densité qui est faible, qui est de 2,8, mais qui est supérieure à celle de la croûte océanique, continentale. Pardon. Cette croûte océanique a aussi la caractéristique d'être plus jeune. On ne connaît pas d'océan actuel en place qui est plus de 100 millions d'années. Si on en trouve des plus vieux, c'est juste qu'il aurait arrivé des accidents qui se sont retrouvés sur le sommet d'une montagne, etc. Mais tous ces océans sont plus jeunes que les continents et on vous expliquera pourquoi. À l'opposé, on a les continents qui sont, eux, complètement vieux. Alors, pareil, il peut exister des continents jeunes juste qui viennent d'être formés, mais il y en a aussi certains qui ont jusqu'à 4 milliards d'années, qui forment notamment les cratons dont on a parlé la dernière fois. Et eux sont formés de roches beaucoup plus acides, issues de séries de fusion, refusion, etc. Et donc notamment la série des granites. Sachant que la croûte continentale est complètement hétérogène, et donc on y trouve des sédiments incorporés dans la croûte. On trouve également quelques gabbros en profondeur, notamment dans la croûte inférieure. La croûte continentale est stratifiée, avec les 15 premiers kilomètres de croûte supérieure cassante et granitique, et les 15 kilomètres inférieurs de croûte un peu plus ductile et plutôt de composition intermédiaire, avec des petites inclusions de gabbros, etc. Et des compositions également chimiques qui sont un peu différentes. Donc, autant dans la croûte océanique, on aura tendance à introduire des minéraux comme le calcium, et encore en quantité faible, mais rester sur du fer et du magnésium de base. Autant dans la croûte continentale, ça va être un festival, et on va avoir énormément de sodium, par exemple, et de potassium. Donc ici, on rajoute le calcium, et ici, on rajoute notamment Na plus K. Et en fait, c'est cette composition, c'est cette présence de ces minéraux plus évolués, plus acides, qui va lui donner sa densité assez faible, donc de l'ordre de 2,7. Voilà pour la chimie. Donc à la fin du poly, je vous ai mis un schéma bilan qui regroupe l'intégralité de ces observations et de leurs implications, et vous verrez que les implications se renvoient les unes les autres mutuellement. Vous avez vu que des compositions chimiques peuvent influencer des vitesses d'onde sismiques, mais également des comportements physiques, etc.